Avant-propos. La langue française est très claire sur ce point, plier le genou ou la jambe, c'est la même chose. Pour autant, on dira plus spontanément « ça me fait une belle jambe » plutôt qu'un beau genou, à un balèze qui exige qu'on le plie devant lui. La jambe n'est donc pas le genou, au moins pour des raisons de goût. Que l'on plie l'un ou l'autre, ce qui compte en définitive, c'est la pliure. Il est vrai que, sans elle, prendre une pause demanderait un effort. Et passer un obstacle serait un obstacle, en tout cas selon les cas. Sans cette pliure, il serait très facile de descendre des escaliers. Par contre, faire un grand pas resterait à jamais un rêve de l'humanité. Prendre la jambe pour le genou n'est donc pas grave du moment que l'enjeu est clair. Rappelons toutefois qu'être mou du genou ne concerne pas la jambe, alors qu'une partie de jambe en l'air implique nécessairement les genoux. Que l'on préfère voir les choses sous l'angle de la jambe plutôt que du genou, il reste que, sans ce dernier, non seulement marcher avec style serait difficile, mais cet épisode aurait connu un tout autre développement. C'est pourquoi, n'en déplaise à tous ceux qui préfèrent s'asseoir dessus, le genou méritait une petite dédicace avant d'aborder notre sujet du jour qui lui doit beaucoup. Dans les précédents épisodes, nous avons présenté des modèles de marche dont les trajectoires d'enjambées étaient réduites à des courbes simples. Cette facilité a permis de nous concentrer sur le rapport entre des mouvements d'enjambées et leur durée. Toutefois, quand on marche, de telles courbes sont assez improbables. Au cours d'un pas, les rotations de la jambe sont plus ou moins inverses et plus ou moins synchrones avec celles de la cuisse. Les enjambées qui en résultent dessinent alors des trajectoires sinueuses. On peut sommairement réduire une marche à deux moments principaux, l'appui et l'enjambée, qui correspondent à l'oscillation de la cuisse, son va-et-vient avant-arrière à chaque pas. On marcherait sur des cannes que cela suffirait. La présence du genou permet de plier la jambe, subdivisant ainsi le moment d'enjambée en deux moments secondaires. Un premier où le pied se lève, un second où il se pose. Ce système dessine naturellement une trajectoire d'enjambée en forme de dent de requin dont on peut distinguer trois variantes. Une première variante symétrique et deux autres, portées l'une vers l'avant et la seconde vers l'arrière. En mixant ces modèles, on peut en obtenir d'autres, comme ce modèle symétrique en forme de molaire. Tels quels, ces modèles sont très excessifs et mécaniques, mais il s'agit de les reconnaître dans des marches plus discrètes. Pour l'instant, notons la présence de pointes dans les trajectoires. Ce sont des points d'inflexion qui apparaissent quand la cuisse et la jambe inversent leur rotation. Précisons quelques notions. Une inflexion est le moment où une courbe change de concavité, c'est-à-dire qu'elle cesse de s'incurver dans un sens pour s'incurver dans l'autre. L'inflexion n'est pas à confondre avec la simple flexion, moment où une courbe s'accentue, ni avec la tension, moment où une courbe s'atténue. Une ligne sinueuse présente des points de flexion, d'inflexion et de tension, instant précis où l'on passe d'une accentuation à une atténuation, d'une concavité à une autre, d'une atténuation à une accentuation. Ces trois types de variations dans une courbe peuvent être abruptes, auquel cas ils cassent la ligne, ou bien tangentielles, c'est-à-dire qu'elles maintiennent la progressivité de la courbure. La tangente est cette droite qui touche la ligne sans la dépasser, sauf dans le cas de l'inflexion. Revenons à nos modèles de trajectoire. Leurs inflexions indiquent le moment où les rotations s'inversent. Pour qu'une trajectoire se brise ainsi, il faut que ces rotations soient synchrones, qu'elles s'inversent en même temps. Pour rendre les inflexions tangentielles, il faut amortir les rotations et les désynchroniser, c'est-à-dire donner à la jambe une avance ou un retard sur la cuisse. Notons que les modèles portés vers l'arrière et vers l'avant comprennent chacun un point d'inflexion, tandis que le modèle symétrique en comprend deux. La plupart des trajectoires d'enjambées se contentent de une ou deux inflexions, émoussées ou non, selon les cas. Comparons ces trois modèles de marche développés. À trajectoire brisée, à trajectoire non brisée. Et voici des versions plus discrètes. On pourrait penser qu'elles ne diffèrent pas beaucoup l'une de l'autre. Elles forment pourtant une première étape vers la caractérisation d'une marche. Selon le retard de la jambe sur la cuisse, un troisième voire un quatrième point d'inflexion peut apparaître, comme sur cette marche de militaire de parade,
de militaires d'opéra ou de patineurs. À chaque fois, la trajectoire résulte d'un mix entre les modèles de base. Selon les cas, ce mix impose au pied une ou deux étapes intermédiaires entre le levé et le posé. Au-delà de 4 étapes, le marcheur gigote plus qu'il ne marche. Avec seulement 2 inflexions, on fait déjà beaucoup de choses, comme franchir des petites haies, ou bien repousser des ballons qu'on vous jette dessus. Il est donc inutile de multiplier les inflexions, sauf à vouloir animer une marche chaotique. Mais les oublier, c'est réduire la trajectoire d'enjambée à une courbe aussi peu spontanée qu'une forme cubique ou on ne sait quoi. Ceci dit, une trajectoire en arc de cercle est très pratique pour éviter des boules de bowling, tandis qu'une trajectoire triangulaire permet d'éviter des triangles. En animation, on fait ce qu'on veut. Ou presque. On renoncera en effet aux cercles complets ou aux triangles inversés, qui ne permettent pas d'aller bien loin. Dans un prochain épisode, nous étudierons la trajectoire d'enjambée que dessine une course.